Kaounou, c'est donc le commentaire de ce matin qui va installer nos débats. William Klika, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Bonjour Tanguy. Allez, j'ai bien envie de demander d'abord, avant d'aller au fond du sujet, pourquoi est-ce que pour nos cadres c'est si compliqué d'avoir des rapports sains avec l'argent de façon générale, William? Parce que c'est l'espèce sonnante et trébuchante. Quand ça sonne, on résiste pas. On résiste pas. Ah oui. L'autre dira que c'est le nerf de la guerre. Et tous, par nature humaine, on a un peu de cupidité à l'intérieur de soi. On n'a jamais cette satiété devant les billets de la BCEAO ou que ce soit d'autres coupures de monnaie. Et deuxièmement, il y a que, bon, peut-être ceux qui ont fait l'école nouvelle, TAS, nous qui sommes de la nouvelle génération, n'avons pas fait le civisme. Mais je pense que beaucoup de civisme n'ont pas aidé nos pères et les hommes. Même eux qui ont fait le civisme, qui sont au pouvoir, qui sont aux affaires actuellement, justement, et qui nous proposent ces scandales au quotidien. Le civisme n'a pas suffi pour apprendre aux gens que devant les billets de banque, il faut se retenir, qu'on peut avoir des valeurs, qu'on peut incarner, comment on appelle, une certaine orthodoxie, le mot me vient. Et surtout, vous savez, on a comme impression, malgré l'école qu'on a faite, que l'argent de l'État, c'est la somme la plus facile à utiliser. Cela n'appartient à personne. On a de comptes à rendre à personne. Chacun vient au pouvoir politique, à la décision politique pour prendre sa part. Donc, accéder à une fonction politique, c'est avoir le temps d'avoir sa part, parce que juste après, ceux qui auront la chance d'être en train de prendre leur part ne penseront pas à soi, ou ceux qui étaient là avant soi n'ont jamais pensé à d'autres personnes. Eric. Donc, c'est une sociologie, je pense, qui caractérise les deniers publics. En quoi est-ce que nous sommes des cadres si nous ne pouvons pas avoir en nous cette force mentale, psychologique pour dire, écoutez, l'argent c'est l'argent, j'ai mon salaire, ça me va, je peux m'en contenter. Oui, dans notre environnement, vous en avez qui ont cette parfaite compréhension des choses et qui font preuve vraiment de beaucoup de retenue par rapport face à l'argent public. De la même façon, vous en avez qui ont une autre compréhension. William a commencé par l'évoquer. On a le sentiment que comme c'est de l'argent public, eh bien, on peut y mettre la main parce que ça nous appartient. Parce que ça nous appartient. Et je pense que, convaincu de cela, on observe ce que nous observons déjà. Et dans un État qui veut vraiment lutter contre ce mal de plus en plus qui s'augmente de jour en jour dans notre société, avec tous les mécanismes mis en œuvre par l'État, on doit pouvoir continuer par assurer la veille. Une chose est de prendre des décisions, l'autre chose est vraiment d'assurer la mise en œuvre de ces mécanismes. Après, quand on observe un peu et qu'on se dit que au niveau des structures d'État, au niveau des entreprises d'État, et que on peut avoir ce soupçon de ce que la lutte elle est parfois biaisée, on a le sentiment que l'État se précipite parfois sur des dossiers que sur d'autres, l'accompagnement que cette lutte devrait bénéficier de la base peut échouer. Quand on peut faire cette lecture, l'exemple que je voudrais donner, c'est le siège de l'ancien siège de l'Assemblée nationale. Nous avons vu dans ce même pays quelqu'un qu'on a enfermé, dont le procès a été fortement médiatisé dans une affaire de rétrocommission à la tête d'une banque pour une bouteille de champagne. On n'a pas vu cette sérénité dans ce dossier de l'Assemblée nationale. Et quand un citoyen s'amène à faire cette conclusion, eh bien, il est convaincu que, bon, c'est entre eux, ils peuvent se gérer. Bon, nous, on peut rester là et observer. Quand c'est à son tour de mettre la main dans l'argent public, il ne résiste pas. Il le fait vite et bien parce qu'il se dit que, bon, tant qu'on peut être du bon côté dans un système politique, on peut continuer par vous. Donc, en plus de tout ce qui est mis en œuvre comme mécanisme, l'État doit continuer par sanctionner véritablement. Et dans tous les côtés. L'impression véritablement. On verra tout à l'heure l'effet que les sanctions ont sur, je dois dire, le développement de ce mal. Mais pourquoi est-ce que c'est souvent, et le plus souvent alors, vers la fin des mandats qu'on découvre les scandales?
Liam. Est-ce que c'est le cas? Moi, je pense qu'il y a peut-être une recrudescence, une montée en hausse, mais je pense déjà que dès 2017, à la CNSS, des scandales financiers avaient déjà commencé par éclabousser Patrice Talon. La corruption au Bénin, il y a eu des concours sur Patrice Talon qui ont été annulés. Ok, moi je pense que c'est un faux débat, ce débat de maintenant une lutte est vraiment implacable contre la corruption. Parce que, vous savez, sans aucune réserve, je m'amènerai à dire qu'aucune lutte contre la corruption ne peut manquer de connotation, ne peut manquer de lecture ciblée dans une population qui sait que la classe politique est la même, pendant que, à raison que nous changeons de régime avec les différents gouvernants. Beaucoup sont cités dans d'énormes scandales financiers qui datent de Mathieu Kérékou, qui sont avec Patrice Talon aujourd'hui. Sous Boni Yahi, n'en parlons pas, ils sont très nombreux qui sont aujourd'hui dans l'entourage de Boni Yahi. Et Eric a commencé par le dire, les premiers procès de sous Patrice Talon en matière de lutte contre la corruption, la création, la volonté politique avec la création d'une juridiction spéciale comme la CRIET, avec l'imprescriptibilité des crimes économiques. Toutes ces mesures ont servi pendant un temps à régler certains problèmes, procès ICC et beaucoup d'autres, mais beaucoup sont restés en jachère. Il a cité le célèbre monument de la corruption. Vous savez, le jour où on fera ce procès, on saura qu'il y en a qui sont vraiment très mal placés pour parler de lutte contre la corruption, ou il y en a qui sont très mal placés pour soutenir des chefs d'État qui, comment on appelle, lutte contre la corruption. Et quand on parle de lutte contre la corruption, et j'en aurais fini, quand on parle de lutte contre la corruption, et que la juridiction spéciale chargée qui a compétence matérielle à connaître des affaires de lutte contre la corruption, pour rien du tout, l'agent de l'État qui fait 29 ans de service, qui dans sa 30e année est soupçonné d'un scandale de 50-100 000 francs CFA, se voit derrière les barreaux, alors que le politique au salaire élastique qui prend certaines décisions, que ce soit à la SB2 ou je ne sais où. Il n'y a pas de petite corruption. Il n'y a pas de petite corruption. Je ne fais pas l'apologie. Il n'y a pas de péché mignon. Je suis d'accord. Mais vous savez, parlons des choses sérieuses quand nous parlons de la corruption pour un État. Franck. Non, moi je dois dire que d'abord, le problème de détournement des scandales dont nous parlons, il n'y a pas que, c'est à la fin des mandats que l'on observe, mais ça s'accentue à la fin des mandats, d'un mandat, parce que tout simplement, vous voyez, on est préoccupé par beaucoup de choses, on est préoccupé par, comme je l'ai dit dans le commentaire, le pouvoir, qui est-ce qui va venir, ainsi de suite. Et les cadres qui sont dans l'administration savent qu'à un moment donné, il y a un relâchement, il y a que ça bouge un peu dans l'administration et ils en profitent. Vous avez posé une question très intéressante. Pas avant la fin du mandat. Vous avez posé une question très intéressante à l'entame. Vous avez dit pourquoi les gens ne peuvent pas résister face à l'argent. Tout simplement parce qu'on veut vivre au-dessus de ses moyens. On veut vivre comme l'autre le vit. Parce que vous ne connaissez pas ces sources de revenus. Vous ne savez pas ce que Tanguy fait pour s'acheter peut-être sa belle voiture, ses costumes, et ainsi de suite. Mais vous voulez lui ressembler. Pourquoi? Dans ces conditions, si vous avez les sous à portée de main, eh bien, vous allez détourner. Moi, on m'a expliqué un peu, le gestionnaire m'a expliqué un peu le scénario du jeune à Douala ou à la DGI. À la DGI. Il a dit qu'en réalité, ce sont des fonds qui sont déposés là, qui devraient servir à faire quelque chose dans l'administration, peut-être à donner des primes, ainsi de suite. Mais il en a tellement amassé dans son coffre qu'à un moment donné, il se dit, mais pourquoi on ne réclame pas ces fonds? Pourquoi est-ce qu'on ne vient pas prendre ces fonds pour en faire ce qu'on doit faire? Alors là, il a laissé ça traîner sur les fonds, il en a puisé. Et pour se couvrir, il en donne peut-être à son DG, à son chef service, à son patron, à un politicien. Il a mouillé tout le monde. Il a mouillé tout le monde. Donc, en réalité, c'est un manque d'attention, un manque de contrôle qui conduit également à ça. C'est pourquoi j'ai dit, les ministres devaient interpeller à chaque fois toute la chaîne, celui qui doit contrôler, doit contrôler si tel agent est allé dans la bonne direction. Ces ministres-là... Vous donnez de la tâche supplémentaire à un cadre. Moi, je suis ministre.
Je ne vais pas continuer à chercher à savoir si le régisseur, là, les fonds qu'on lui a confiés, est-ce que c'est toujours intact? Comment est-ce que ça se gère? C'est de la galère. Ça, il vaut mieux penser à autre chose. Vous demandez des rapports. Pour mener à bien les projets qui sont du département ministériel. Quitte à ce que le système de contrôle financier, le système de veille, puisqu'il y en a dans chaque ministère, puisse faire son travail normalement. Moi, je suis d'accord avec vous, mais face à ce mal, il faut tout tenter. Il faut tout essayer. Le pays qu'on cite parfois en exemple sur notre continent, qui est le Rwanda, en plus de tout ce qui a été mis en place comme mécanisme, n'empêche pas le chef de l'État, ne serait-ce qu'une fois par mois, ou après avoir mené toutes des enquêtes dans plusieurs structures de l'État, les dossiers sont là, devant lui, à la télé, il prend chaque dossier, il appelle votre nom, il a manqué tel sou dans tel projet, dans telle direction, allez-y vous justifier. Il le fait publiquement. C'est des séances de façon régulière qu'il le fait. Mais dans ce pays, vous avez... le dérapage politique n'est pas loin avec vous avez mais ça son effet, ça peut dissuader, ça peut créer cette pression dans l'esprit des responsables qui sont à la tête des structures d'État à ne pas aller loin. Voyez-vous, je pense que je ne demande pas que cela soit fait ici, mais avec l'exemple que Franck est en train de donner, on ne doit pas dormir. On ne doit pas dormir. Si vous êtes convaincu que nous sommes dans un environnement où de plus en plus les cadres ont cette envie, cet appétit de toucher à l'argent public en tant qu'État, en tant que responsable, ministre, encore que eux-mêmes, on doit pouvoir les contrôler aussi, parce qu'il reste des cas de l'administration publique qui ne sont pas épargnés par rapport à ce phénomène. On ne doit pas dormir, on doit... Eric. William. William, pardon. Non, vous savez, ce que Eric fait pour moi, je crois qu'on en a marre de ces super-héros à la tête de nos États. Et moi, je pense qu'il faut de grandes institutions. Un ministre n'a même pas à se soucier que ce que la caisse de l'ordonnancement de la chaîne, la hiérarchie en matière de dépenses publiques existe, et il y a le contrôle, il y a l'inspection générale de l'État, il y a l'inspection des finances, il y a la Cour des comptes. Aujourd'hui, avec la révision constitutionnelle, on a beau reprocher beaucoup de dispositions à cette révision constitutionnelle et même sa procédure, mais il y a une innovation terrible et qui répond aux normes communautaires. C'est la Cour des comptes cosmétique, ça. Justement, et c'est en ça qu'est-ce que ça nous a apporté depuis que ça existe? La Cour des comptes aujourd'hui peut ou a compétence à connaître de toutes les dépenses. Compétence a eu la compétence. Justement. Vous savez, moi j'ai envie de demander quelque chose. Si les ministres ou les hauts cadres doivent donner l'exemple qu'il faut, qu'ils soient tous, autant qu'ils sont dans le gouvernement déjà, l'exemple en déclarant leurs biens à la Cour des comptes en entrée en fonction, et qu'à la fin, on fasse également l'examen. Il n'y a pas meilleur apprentissage que celui-là. Les cadres apprendront par mimétisme. Eux tous iront à l'école de ces leaders-là qui eux-mêmes sont très droits. Vous savez, Sarkozy a été trouvé coupable pour avoir financé sa campagne avec les fonds libyens. Ça voudrait dire que dans tous les États du monde entier, ceux qui ont le pouvoir ont tendance à en abuser, et les auteurs l'ont dit. Donc, je pense que c'est pas l'apanage du Bénin. Et une certaine lutte implacable, tout ça, oui. Des gens ont fait des marches vertes pour la corruption, je sais pas, mais... vous savez, moi, je pense que les initiatives ou espérer le leadership tout éclairé d'un leader ne suffit pas. Et pour que la lutte contre la corruption soit ancrée dans les habitudes des nouveaux cadres, des futurs cadres, ils sont actuellement à l'université, ils sont actuellement en classe ou en 6e ou je ne sais, au secondaire, et demain ils seront cadres, demain ils auront à diriger. L'un des principes de base des finances publiques, c'est la séparation de l'ordonnateur de la dépense et du comptable public qui en a la charge et qui répond devant le juge des comptes. Mais pourtant, comment on s'arrange pour que tout cela... Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de connivence l'ingéniosité, la subtilité ingénieuse du cadre qui touche, qui laisse ses mains traîner sur les fonds publics, est à questionner. Et pour ça, il faut aller à la racine du mal. Il faut comprendre le mal tel qu'il est et arrêter Moi, je pense qu'il y a un peu de saupoudrage quand certaines actions sporadiques sont faites avec beaucoup de communication sous les feux de la rampe
pour parler de lutte contre la corruption. Alors, Moi, je quelqu'un a pense qu'on marché, vous l'avez dit, quelqu'un a créé la criette, je ne sais plus trop quelles sont les solutions, quelqu'un a créé la cellule de moralisation de la vie publique, chacun est venu avec sa solution. On n'a pas l'impression qu'on a trouvé la bonne, parce qu'au début, si la criette fait peur, aujourd'hui, les gens, ils vont à cœur joie, hein, vous les voyez traverser même le pont de Porte-Novo avec beaucoup d'entrée et d'enthousiasme. J'ai pas l'impression qu'on a la bonne solution là, Franck. Oui, tout simplement parce que il y en a même qui appellent la criette aujourd'hui leur partenaire. Ah oui, hein? On entend ça. Non, vous blaguez là. Oui, je blague, mais on entend dire que les gens, quand ils vont là-bas, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont caché l'argent quelque part. Ils vont faire 5 ans, ils ont leur épouse, leurs frères, leurs parents qui gèrent l'argent dehors. Et même de la prison, il y en a qui construisent dehors. Justement. Qui élèvent des justement. bâtiments, qui élèvent des murs. Et à leur sortie, cela coule bien douce. Donc moi, je pense que, comme vous l'avez dit, chacun vient avec sa solution et ça n'a jamais réglé le problème. Cela démontre un peu le caractère irrésistible de l'argent. Lorsque les gens sont à côté de l'argent, lorsque les gens sont en face de l'argent, ils résistent très peu. Alors, pour moi, on ne peut pas dire qu'il est trop facile d'accuser les ministres. Bon, lorsque vous avez un DG, vous avez des séances de travail, ils vous font des rapports. Mais qu'on vous dise dans chaque compartiment ce qui est fait et qu'on vous rassure de ce que l'argent qui est dans chaque compartiment a servi à quelque chose ou c'est bien gardé. Oui, ça c'est le compte rendu qu'on peut vous faire. Quand on fait le point, vous faites comment pour le contrôle? Non, si, par exemple, si l'argent doit aller dans l'exécution d'un programme pour payer des primes, ne laissez pas l'argent séjourner. Si le gars est avec l'argent tout le temps, ça fait un mois. D'ailleurs, même les gens n'aiment plus que l'argent séjourne. Ce que les gens Oui. font aujourd'hui, c'est d'ouvrir tous les chantiers possibles afin que l'argent puisse sortir véritablement et rapidement pour qu'ils aient leur pourcentage, pour qu'ils aient leur gonflement, pour qu'ils aient leur surplus. Personne ne garde plus l'argent. Hein? Oui, mais là aussi, c'est un oui, autre point du problème. Oui. Mais je pense que pour en arriver, il faut, comme l'a dit William, il faut traiter le mal à la racine. Et aujourd'hui, même dans nos écoles, nous devons apprendre à nos enfants à avoir des attitudes correctes face à l'argent. Et moi, si j'étais président, je paierais mieux l'enseignant à l'école que le politicien. Parce que tout le monde voit aujourd'hui le mode de vie des politiciens, tout le monde voit ceux qui sont nommés. Ils sont nommés 6 mois après, si vous allez voir ce qu'ils dépensent, l'aisance dans laquelle, le luxe insolent qu'ils installent autour d'eux, mais ça vous donne envie d'aller là-bas aussi et d'aller puiser. Oui, mais ils ont étudié, je crois. Donc, on Et ceux qui dénoncent sont voués aux hégémonies, c'est eux. on met à l'aise le cadre pour lui éviter justement cette tentation-là d'avoir... Mais il en veut davantage. Il en veut davantage. Parce que ça va être la dernière ligne droite, qu'est-ce qu'on fait? Rapidement, en le mettant à l'aise, il aura moins envie de mettre l'argent dans les caisses de l'État. Oui, comme solution, moi je pense qu'il faut mener aussi une lutte par exemple sur la qualité du citoyen. Franck et William ont donné des exemples justement. Ailleurs, quand vous voyez la simplicité de vie, des personnalités politiques, des cadres qui sont au service de l'État, on a la compréhension de ce qu'on est là pour servir la nation, on est là pour servir les concitoyens et non pour se servir. Alors, je pense qu'on n'est pas encore prêt, quand on se retrouve parfois à la tête des directions, à avoir cette compréhension des choses. On devient tout de suite puissant. Et puissant nous amène à vouloir tout contrôler, n'est-ce pas? Des pourcentages pas ici. Et aussi, parfois, on crée des mécanismes peut-être pour satisfaire les organismes internationaux, à avoir des points dans des rapports, mais en réalité, dans le fond, on n'y est pas en termes d'action véritablement. Quand ailleurs, parce que un François Fillon a recruté sa femme payée par l'agent public et qu'on a établi sa culpabilité, il a été sanctionné. On n'a pas regardé qui il est, qui il a envie d'être, il a été sanctionné. Là, m'a donné l'exemple de Sarkozy, il a été sanctionné. Et donc, je pense qu'il faut aussi intégrer le fait que dans cette lutte, il faut vraiment des institutions fortes qui peuvent prendre des décisions à partir du moment où on a des éléments de preuve qui accablent quelqu'un, qu'il soit ministre, qu'il soit vice-président, qu'il soit proche, très très proche même du chef de l'État, et même y compris le chef de l'État, on doit pouvoir le faire. William, qu'est-ce qu'on fait? Le chef de l'État qui vient à la tête du Bénin commence par être le bon exemple. Il déclare ses biens. Il est droit en matière d'orthodoxie, il donne l'exemple. Il conscientise les cadres. Par là, ça commence par là. L'enseignant, dans le dernier hameau du Bénin, dit à l'apprenant, le lui redit chaque jour,
Pour sa patrie, on se donne corps et âme. Pour sa patrie, on ne va pas aux fonctions les plus élevées pour avoir les parts les plus grandes, les parts les plus représentatives dans un État. Et secondo, l'autre axe d'analyse que j'ai envie d'avoir sur ce sujet en matière de proposition, c'est justement l'environnement politique. Comment nous finançons l'environnement politique? Si l'environnement politique doit être le plus souvent soudoyé, si le moindre service qu'on rend dans le système politique doit être subordonné à de très fortes sommes d'argent, lorsque la morale et l'éthique n'auront aucun droit de citer, même pas une petite place, infinitésimale soit-elle, nous allons crier tous les dieux du monde, mais la corruption va demeurer. Franck. Vous avez tout dit dans le titre que vous avez mis sur l'écran là. Il faut accentuer la veille. Et la veille, accentuer la veille. William l'a si bien dit. Qui fait la veille, c'est le chef de l'État. Non, mais il y a le dispositif qui existe. Le dispositif, lui-même, il est mouillé. Le dispositif qui existe. Des cadres du système financier qui sont les premiers d'ailleurs à atterrir. Oui, qui sont les premiers à atterrir devant les tribunaux. Oui, mais il doit avoir une petite place pour le bien. Il doit avoir une petite place pour ce qui est juste. Et c'est cette place-là que nous devons rechercher. Cette place-là que nous devons essayer d'agrandir davantage au niveau de nos administrations, au niveau de notre... nous devons allumer nos cerveaux pour savoir que nous avons tous intérêt à bien garder les sous parce que au même moment nous crions, nous disons que ça ne va pas à la base, nous ne mangeons pas bien, nous n'avons pas de route, c'est avec ces mêmes sous-là. Et il faut que les dirigeants donnent l'exemple. Il faut que les dirigeants puissent montrer la voie à suivre, la bonne voie à suivre au peuple. Voilà. Allez, les écoles toujours inondées actuellement, 2 semaines après la rentrée, c'est habituel. Mais à défaut de l'éviter, comment est-ce qu'il faut faire pour éviter, pour permettre à ce que les enfants qui vont à l'école là-bas soient, je dois dire, au même niveau d'études lors des évaluations, notamment les examens nationaux, William? C'est une grosse problématique. Et je pense même que nous la prenons à la légère. Cette affaire des rentrées compliquées, des rentrées saccadées, selon qu'on est... Faut-il concevoir un calendrier spécial pour ces zones ou comment est-ce qu'il faut faire? Je crois que cette hypothèse a été explorée pendant longtemps. Et je ne suis pas spécialiste vraiment à un certain niveau du système éducatif. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent eux-mêmes. Mais pour moi, de mon regard de profane, c'est une solution qui ne tient pas vraiment la route selon cet argument-ci. Vous savez, on est tous évalués. Ils sont tous évalués en mi-juin ou en début juin déjà pour le CEP. Et les examens nationaux ont une échéance nationale. Il n'y a pas d'examen départemental. Donc, adapter le calendrier académique en fonction de ces différentes zones critiques et difficile d'accès pendant la période pluvieuse est vraiment pour moi compliqué. Moi je pense que les solutions à court terme sont ces motopompes que les directeurs d'école utilisent pour vider ou parfois on vide dans un milieu qui est déjà extrêmement inondé lui-même ou c'est déjà les ouvrages de franchissement, la voie d'accès. Je vois comment est-ce qu'on peut utiliser des motopompes dans les zones où c'est l'OME qui a complètement débordé. Justement. Ou à Zanyanado par exemple. C'est compliqué. Et l'État, pendant que, à court terme, on pense à comment donner accès aux apprenants, il faut que dans le long terme, les dons, que ce soit les organisations de la société civile ou des organisations caritatives, ou l'État central même dans ses initiatives, qui dotent ces milieux-là d'infrastructures, mobilières ou immobilières. Moi, je pense que de plus en plus, on doit avoir l'adaptabilité de ces différents appuis. Il faut que, pour moi, dans certains milieux aujourd'hui au Bénin, il faut que des écoles soient suffisamment loin du sol, qu'il faut des infrastructures un peu comme à Soava. D'élévation en niveau et je ne suis pas spécialiste de l'aménagement, mais qu'une étude réelle soit faite sur le besoin d'infrastructures dans ces milieux et des ouvrages de franchissement pour arriver à ces infrastructures. Justement, ça c'est un autre aspect aussi, Eric. Non, je pense que c'est une grosse question. Et ces écoles concernées sont livrées à elles-mêmes. Peut-être qu'on attend une solution naturelle. Peut-être que le temps que tout cela s'achèche et que les enfants puissent aller à l'école. Maintenant, dans des écoles où la quantité d'eau n'est pas importante, on peut peut-être voir dans quelle mesure
avec des groupes électrogènes, pomper l'eau et permettre aux enfants d'aller à l'école. Mettant dans les zones vraiment inondées, ça, c'est vraiment un autre niveau. La quantité est très, très importante. Avec ce dispositif, on ne peut pas y arriver. Je pense qu'à ce niveau, il faut peut-être espérer que, peut-être au milieu de l'année, que ce soit des cours accélérés pour des enfants ou faire en sorte que dans le programme, on puisse peut-être pas finir complètement le programme. Nous avons tous vu l'année passée où la décision de ne pas apprécier le niveau de résultat au niveau des départements, un peu comme on avait l'habitude de classer premier, deuxième, parce qu'on s'est rendu compte que au niveau de chaque département, les réalités ne sont pas les mêmes. C'est clair, parce que pendant que peut-être ici à Cotonou, les enfants ont commencé véritablement la rentrée à la date indiquée, ailleurs, ce n'est pas encore le cas. Des enfants sont encore à la maison pour d'autres raisons. Peut-être pour des questions d'inondation, des écoles inondées, mais aussi dans des zones où la menace terroriste est vraiment encore présente. Donc je pense que c'est des cas de figure et l'État doit pouvoir vraiment regarder avec beaucoup plus de soins et d'action, surtout, et voir dans quelle mesure il faut trouver une solution. Soit on identifie le nombre d'élèves concernés dans tel environnement, on les déplace vers des zones où ces enfants peuvent être scolarisés, et même là encore, est-ce qu'on peut vraiment assurer la sécurité de ces enfants tout au long de l'année? C'est vraiment de grosses questions. Oui, Franck? Non, moi je pense que là maintenant, il ne faut pas mettre en danger la vie des enfants. Moi je pense qu'il ne faut pas forcer, tout simplement parce que la quantité de pluie qui doit tomber, j'ai échangé avec un spécialiste qui m'a dit que ce sont des pluies en retard qui sont en train d'arroser nos villes actuellement. Donc on ne peut rien faire pour contenir la quantité d'eau qui va tomber. Il ne faut pas mettre la vie des enfants en danger. Là où c'est excessif, là où la situation n'est pas encore maîtrisable, qu'on déplace les enfants, qu'on les laisse à la maison. Si on ne peut pas les reloger ailleurs pour suivre les cours en attendant, qu'on les laisse tout simplement pour que les eaux se retirent. La solution de motopompe dont vous parlez, je ne sais pas combien d'eau ça peut pomper. Puisque vous pompez le matin, dans la nuit profonde à 3 heures, il y a une grosse pluie et vous connaissez le temps que ça dure quand il pleut actuellement. Et donc, pour moi, il faut pas forcer les choses. Il faut préserver la vie des enfants. Maintenant, les solutions à long terme, il faudrait y penser. Il faudrait y penser sérieusement. Comment déplacer ces écoles-là? Peut-être, comment les déplacer? Comment construire d'autres infrastructures pour vous voulez déplacer des écoles à Soava ou à Granvier? Vous allez les mettre où? C'est un contexte géomorphologique et climatologique. Non, on parle d'inondation ici. À Granvier ou les zones lacustres là, ça c'est en permanence, ils vivent dans l'eau en permanence. Là-bas, il faut peut-être construire des infrastructures adaptées. Ça c'est un financement qu'il faut rechercher pour leur construire des infrastructures vraiment adaptées. Et quel que soit ce que l'eau va faire comme caprice, eh bien que ces enfants-là puissent accéder aux salles de classe. Mais là où c'est de façon sporadique, l'eau vient et après se retire, moi je pense que si on ne peut pas trouver, on ne peut pas définitivement régler, il faut déloger, il faut enlever ces écoles-là de là, leur trouver d'autres emplacements. Au-delà du calendrier scolaire, je pense même qu'il faut reprendre le découpage territorial carrément pour mettre ensemble, je dois dire, ces zones qui se ressemblent afin de leur attribuer, je dois dire, les avantages en griffe liés justement à leur situation géographique et héroïque. Et comment on assure le déplacement des enfants? Je pense qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Et là-dessus, le risque vraiment de la sécurité des enfants est là. Si on va à ce découpage et on fait ce regroupement peut-être des unités d'école, comment les enfants sont... Enfin, on va assister à des déplacements. Les zones qui sont inondables, leur calendrier scolaire, ça commence quoi? La rentrée commence en décembre plutôt qu'en septembre comme les autres endroits, ou peut-être, moi je ne sais pas trop, quand ce sont des zones inondables, on peut trouver le moyen. Il faut vraiment explorer, peut-être en retard de la rentrée dans certaines zones. Voilà, on commence un peu plus tôt, par exemple, on commence en août, juste à la fin des examens nationaux, et déjà
en septembre à la crue, On on leur leur donne donne un un congé, premier congé. Ouais. et pendant que en décembre ça va prendre les premiers congés au niveau des autres. On dit n'importe quoi, hein, on n'est pas spécialiste. En décembre, quand les autres vont commencer par se reposer, ils reprennent eux, par exemple, pour un bout de temps. Et en janvier déjà le calendrier s'uniformise un peu. Je crois que c'est la grande saison sèche au sud, au nord, je ne sais pas quel est le climat qui prévaut en début janvier. Et bon, je ne sais pas, vers la fin de l'année, il y aurait un même temps de cours peut-être toute l'année durant. C'est une spéculation, par exemple. Maintenant, pour le redécoupement, je pense, bon, c'est que les spécialistes s'attardent sur la question. On veut moins spéculer, on veut moins bavarder autour de questions aussi sérieuses que ça. Je pense que depuis près de 5 ans, à chaque année scolaire, le débat a cette teneur-là, le débat a cette intensité. Et je pense que de plus en plus, il faut que les autorités compétentes et les services compétents en fassent une priorité, qu'on nous donne les études, qu'on nous donne les possibilités, qu'on nous donne des solutions à court, à moyen et à long terme, que l'État ait conscience de cet enjeu, sache comment mobiliser les ressources qu'il faut pour aujourd'hui donner cet accès égal à tous les enfants de ce pays à l'éducation. Cela va au-delà même de l'éducation. Hein. Quand vous voyez par exemple le très bon projet d'asphaltage, par exemple, c'est pas toutes les villes ou toutes les communes qui en auront droit, par exemple, puisqu'il y a d'autres communes qui sont ici sur pilotis sur les eaux. Vous n'allez pas parler d'asphaltage à Ganvier, par exemple, ou à Soava, en contrepartie, pendant que les autres bénéficient de ce projet asphaltage, eux, qu'est-ce qu'on leur propose, qu'est-ce qu'on leur donne en termes de dotation à l'infrastructure routière, de circulation. Ce sont quand même des éléments qui font qu'il faut carrément revoir le découpage. Carrément. Oui, mais dans ces zones, je pense qu'actuellement, il y a un projet qui est en cours. À Ganvier, où j'étais il n'y a pas longtemps, on est en train de mettre en construction des types de construction adaptés à l'environnement qui n'a rien à voir avec ce qui est en construction actuellement pendant plusieurs années. Et donc ça, c'est une phase expérimentale. Touristique, absolument. Oui. Mais l'idée, c'est d'étendre ce modèle dans toute l'agglomération et permettre à chaque citoyen de pouvoir disposer d'un toit assez moderne et adapté à l'environnement de l'eau et tout ça. Maintenant, comment ça va se passer entre l'État et puis les populations? Est-ce qu'il y aura un mécanisme incitatif de financement pour permettre aux citoyens de pouvoir disposer de ces maisons qui, pour ce que j'ai vu, est assez moderne, assez intéressant et confortable? Franck, on va finir. Non, je pense que tout est dit. Hein. L'État doit réfléchir et adapter les projets aux contraintes de chaque localité. Lorsque début janvier, c'est la sécheresse dans le nord. Ici, je ne sais pas, il pleut encore un peu. C'est le début de la grande saison. De la sèche également. Donc, il faut redimensionner les projets de sorte à ce que tous les apprenants puissent se retrouver dans des commodités qui puissent leur permettre de dérouler les activités pédagogiques. Mais franchement, il faut que les spécialistes y réfléchissent sérieusement pour trouver des solutions à long terme. Parce que pour d'autres problèmes, on a trouvé des solutions durables. Pour ce problème également, on peut trouver des solutions durables. Merci à vous, chers messieurs. Passez une bonne journée. Merci. À demain. Mesdames et messieurs, on va faire un tour à la régie, le temps de revenir par ici. On va suivre la revue de presse d'Assimo Kanyasimo.